Bienvenue dans l'émission La Voix du dirigeant. Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience. Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre. Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation. Et moi Nicolas, consultant en management. Et ensemble, nous avons cofondé Créacilla. Bonjour Jean, bienvenue dans le podcast Créacilla. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas, bonjour Bouchra. Bon, alors ce podcast, La Voix du dirigeant, ça a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat, et la tienne aujourd'hui en tout cas. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Alors je m'appelle Jean Slégel Guillaume, actuellement. J'ai 26 ans, je suis marié, sans enfant, ingénieur en informatique de formation, et j'ai créé une société de déménagement qui s'appelle Jean Porte Tout. Donc Jean Porte Tout, c'est une société de déménagement, j'ai envie de dire 2.0, qui a pour objectif d'accompagner les clients vers leur nouvelle vie, en supprimant toutes les frictions qui sont liées à leur déménagement. On essaye en fait d'insuffler un peu d'innovation, on va dire, dans ce secteur d'activité qui peine à se transformer, alors qu'il y a des sujets de transformation qui sont clairement nécessaires. On peut se poser la question de comment ça se fait que je sois tombé dans le déménagement alors que j'ai fait une formation d'ingénieur, etc. C'est parce qu'en fait, mon école d'ingénieur, elle était privée. Et tout simplement, pour financer l'école, je faisais des déménagements. Et en fait, petit à petit, j'ai acquis un certain carnet d'adresses et les personnes continuaient à m'appeler, même lorsque j'ai été diplômé. Et je me suis rendu compte en fait que j'aimais ça, donc j'ai décidé de créer Jean Porte. Voilà, c'était en 2020, durant le second confinement. Je pense comme un peu beaucoup de gens qui ont créé leur boîte à ce moment-là. On se pose des questions. Il a dû y avoir pas mal de déménagements après les confinements, non? Oui. Après les confinements, ça a été vraiment un boom pour l'activité. D'ailleurs, on pourra en parler par la suite, mais ça a amplifié une des problématiques que j'ai eues, dans le sens où en fait, comme j'ai démarré sur une super bonne vague, je me suis dit qu'en fait, la mer est toujours agitée de cette manière, alors que pas du tout. Et quand la marée s'est retirée, forcément, ça a fait quelques dégâts. J'ai hâte que tu nous racontes. Ouais, c'est clair. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu as vécue en tant que chef d'entreprise et comment tu l'as dépassée? Ok. Alors, en fait, j'ai un souci avec cette question parce que la plus grosse difficulté que j'ai vécue, je sais exactement ce que c'est, mais je l'ai pas encore complètement dépassée. Donc, est-ce que je la raconte quand même ou je cherche une deuxième grosse difficulté que j'ai dépassée pour le coup? Non, parce que tu as l'air de dire que tu l'as pas encore dépassé, mais il y a le encore, ça veut dire que tu as sûrement commencé des démarches, et donc ça Exact. m'intéresse quand même. Exact. Ok, très bien. Alors, ça va être très simple. Ben, ça reprend un peu l'introduction que j'ai faite. Lorsque j'ai démarré l'activité J'en porte tout, euh, j'ai vraiment fait un all-in sur la boîte. Donc, j'ai mis tout l'argent que j'avais. Je me suis lancé corps et âme. Je signais tous les déménagements que je pouvais, etc. Et en plus de ça, il y avait la fin du Covid, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient déménager. Donc le chiffre d'affaires rentrait, moi je réinvestissais dans l'entreprise, on gagnait en notoriété, etc. Donc franchement, on va dire que ça fonctionnait vraiment très bien. Et en plus de ça, j'ai lancé en prenant la vague de l'été. Il faut savoir qu'environ, allez, on va dire 80% des déménagements sont faits durant l'été, tout simplement parce que les personnes doivent s'arranger pour les vacances scolaires de leurs enfants, parce qu'ils ne veulent pas aussi perturber l'enfant qui est dans sa classe, etc., etc. Donc vraiment, c'était une super période et je me souviens que par exemple, on avait fait, je crois, 80 ou 90 000 euros en 2 mois quoi, de chiffre d'affaires. Donc c'était vraiment bien, j'avais recruté, etc. J'avais pris un deuxième camion parce que le premier ne suffisait pas, etc. Et après, parce qu'il y a un après, il y a eu l'hiver. Et moi, je savais que, en fait, j'avais déjà fait mon étude du marché, donc en bon ingénieur, bien formé, voilà, je savais que c'était un secteur d'activité saisonnier, qui allait avoir un creux, etc. Mais en fait,
on ne se dit pas que lorsqu'on fait 30-40 000 euros par mois de chiffre d'affaires, on se dit que le creux, il sera de quoi? Il sera de 10 000 grand minimum. Alors, en fait, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Parce que tout simplement, mon creux, il était facilement... J'ai eu des mois où j'étais à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça a été très, 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 très difficile à suivre. Sans compter que l'autre erreur que j'avais faite aussi, c'était d'être tout le temps sur le terrain durant l'été. Parce que je voulais tellement que ça se passe pour le merveilleusement bien. Et c'est vrai qu'on a des avis qui sont dithyrambiques. Mais je voulais tellement que ça se passe super bien. Et puis au début, lorsqu'on lance sa boîte, c'est un peu notre petit bébé. Donc on fait attention à la moindre chose, etc. Ce qui fait que, comme durant l'été, on avait plein de déménagements, moi, je ne me concentrais pas assez sur la vision d'après l'été. Ce qui fait que lorsque j'ai terminé la vague de l'été, je me suis retrouvé à regarder, on reste dans l'image de la vague, hein, je me suis retrouvé à regarder un peu l'océan en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors que, en fait, j'aurais dû préparer, je sais pas, un radeau, j'aurais dû préparer quelque chose pour l'hiver. Et en fait, ce temps-là, je l'ai pas pris, je l'ai passé à faire des déménagements, alors que j'aurais pu déléguer cette tâche. Donc ça, plus le creux saisonnier, j'ai envie de dire de l'hiver, plus le fait que on entrait dans une période entre guillemets de récession d'après les économistes parce qu'il y avait l'inflation, etc. Que il faut savoir aussi que durant le Covid, les gens qui étaient en CDI, etc. et qui, pas les entrepreneurs, mais ceux qui étaient en CDI et qui continuaient à toucher leur salaire, ben ils dépensaient plus rien, donc ils avaient plus au resto, ils allaient plus au ciné, etc. Donc il s'était amassé pas mal d'argent et ça avait aussi aidé à ce qu'ils se disent bah tiens j'ai un peu d'argent, je pourrais peut-être acheter un appart, une maison, etc., etc. Donc ça aidait le déménagement. Et là c'était tout le contraire. On avait des personnes qui avaient des difficultés. On avait une période qui était difficile et donc en fait le revers de la médaille, j'ai envie de dire, il a été vraiment douloureux et, euh, et c'est ça la plus grosse problématique que j'ai rencontrée. Donc je vous parle de ça, ça fait déjà presque 1 an maintenant qu'on est dans une situation où on n'a pas encore pu ressortir du rouge. Donc on arrive à générer assez de chiffre d'affaires pour remonter, pour payer les salaires, etc. Bon, tous les mois, c'était pas facile tous les mois. C'est vrai qu'il y a eu quelques retards parfois, mais en fait ça me tenait vraiment à cœur et c'est vrai que on a tendance à dire oui, mais tu devrais par exemple alléger, enfin licencier un peu de personnel. Bon, je dis ça, on n'est pas 10 dans la boîte, hein, on est 6. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment le dernier recours que je voulais prendre. J'ai réussi à ne pas le prendre, donc en quelque sorte, c'est une forme de victoire pour moi, donc ça me fait du bien. Mais néanmoins, lorsque je prends du recul, je me dis, voilà, on a quand même fait une perte à la fin de l'année. Et lorsque je prends du recul, je me dis qu'il y a vraiment plusieurs choses que j'aurais dû changer vis-à-vis de ça. Du coup, si je comprends bien, en fait, tu as pris 4-5 personnes en CDI? Alors, j'ai des alternants, des CDI et D'accord, ok. on a eu des CDD aussi qui n'ont pas été conclus par la suite. Là, maintenant, nous sommes 7 dans l'entreprise. D'accord. C'est quoi la pratique dans ton secteur? Les gens sont plutôt, enfin, les entreprises prennent plutôt des CDI ou des intérimaires prestataires? Alors, justement, nous, on a voulu se démarquer par rapport à ça. En général, dans le secteur, les personnes, elles prennent très rarement des CDI. Donc, elles vont avoir quelques CDI, comment dire, chefs d'équipe. Après, elles vont soit prendre des CDD, soit prendre des intérimaires. Mais le plus souvent, lorsqu'il s'agit de grosses structures de déménagement, elles vont sous-traiter leur déménagement. Sauf que moi, l'objectif que j'avais avec Jean Porte-Tout, c'était vraiment d'être une référence en matière de qualité de service client, etc. Et c'était inconcevable pour moi de sous-traiter des déménagements, sauf vraiment de le sous-traiter, je sais pas moi, à mon frère, et encore, j'ai pas de frère, hein, mais et encore, il faudrait que je me dise que mon frère, vraiment, il le fasse vraiment bien. Donc c'est vrai que pour garder en fait ce prestige en fait qu'on souhaitait mettre en place, ben, c'était difficile de sous-traiter le déménagement. Je voulais dire, tu veux garder la relation client en fait de bout en bout.
c'est ça? Exact. Exact. Et c'est aussi pour ça qu'on fait extrêmement attention aussi à nos recrutements. C'est-à-dire que, en fait, pour être un bon déménageur, il suffit pas, et je dirais même pas que c'est le plus important, de bien déménager ou d'être fort ou d'être musclé ou que sais-je. En fait, ce qui compte vraiment, c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc, pas forcément, j'ai envie de dire, aimer le déménagement, etc., mais au moins une de ses composantes. C'est-à-dire le contact humain, l'effort physique. Par exemple, il y a des personnes qui aiment l'effort. Moi, j'aime l'effort physique, par exemple. Donc, ça joue. J'aime aussi le contact humain. Donc, ça joue. Mais il faut aussi aimer le fait d'aller au-delà de ses limites, d'accord? Parce que, enfin, on peut arriver dans un déménagement où, je sais pas moi, tout se passe bien et on arrive dans la maison et finalement c'est un escalier ultra étroit, etc. Et en fait, on passe d'un déménagement qui devrait finir en 1 heure, 2 heures à quelque chose qui va prendre 5, 6 heures, etc. Donc, il faut aimer se dépasser. Ok. Donc du coup, si je rappelle ta problématique, donc c'était que tu as démarré à une époque où il y a eu énormément de demandes dans la saison haute en fait. Ça a très bien marché, tu as choisi de faire des investissements, que ce soit matériel ou en personnel, avec des contrats qui sont assez longs, que ce soit CDI ou alternance, pardon, j'ai perdu le mot. Et derrière, en fait, tu as eu la surprise d'une saison basse qui est très basse. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Comment tu as réussi à limiter la casse? Quelles sont tes idées pour la suite? Alors, moi, ce que j'ai fait, je trouve que si c'était à refaire, je le referais. C'est que j'ai continué à être très actif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les devis, etc. Donc j'ai continué à être très visible. Et c'est vrai que là, cet été, ben, il y a des personnes qui viennent par rapport à des choses que j'ai postées, je sais pas moi, en décembre ou autre. Parce que voilà, je suis resté dans leur top of mind. Voilà. Donc c'est vrai que on a tendance à se dire, lorsqu'on subit une crise, on va un peu se replier sur soi-même, etc., etc. C'est la mauvaise pratique, donc ça c'est super. La seconde chose que j'ai faite, et bah après je sais pas si c'est la meilleure chose, mais j'ai réduit un peu Tes charges? j'ai réduit les charges aussi, oui, bien entendu. Mais enfin les charges entre guillemets nice to have, comment dire, des charges qui n'étaient pas forcément obligatoires, donc je les ai réduites un peu. Ensuite, j'ai aussi réduit, par exemple, les prix des devis, mais pas énormément parce que voilà, déjà on n'était pas non plus, je sais pas moi, des déménageurs les plus chers du marché. Mais en plus de ça, c'était important aussi de garder une certaine cohérence parce que j'ai pas envie que quelqu'un fasse un déménagement n'importe quoi à 2 000 € et derrière il envoie son pote qui a à peu près la même maison et qu'il arrive et que je lui dis 4 000 €, il va dire attends, mais mon pote il a fait à 2 000 € il y a 4 mois. Donc non, on a diminué un peu, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, c'est un secteur d'activité très concurrentiel, donc il y a quand même eu vraiment beaucoup de missions qui nous sont passées sous le nez à cause du prix. Et la chose que je n'ai pas faite, mais que j'aurais clairement dû faire, et avec le recul, je me dis si ça venait à revenir, je le ferais, c'est diversifier un peu son activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du déménagement, mais on pourrait très bien faire de la livraison. Ça permettrait au moins de couvrir le besoin en fonds de roulement, donc le, le- enfin, ce dont on a besoin mensuellement pour survivre, quoi, au lieu de creuser, entre guillemets, le découvert. Donc voilà. Après, il y a autre chose aussi que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas payé. Mais après, ça, je pense que c'est le premier réflexe de plein d'entrepreneurs. Mais je ne sais pas non plus si c'est quelque chose que je conseillerais. Parce qu'il est arrivé un moment où si je m'étais payé lorsque la vague était haute, alors j'aurais peut-être eu un peu d'argent de côté, en fait, pour pouvoir réinjecter dans l'entreprise au moment opportun. Voilà, D'accord, t'aurais pas flambé. c'est ça. Ah non, non. Pour le coup, Ok. Ok, ok.
Donc là, on a l'été là qui va arriver, donc le haut de la vague, on l'espère pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire différemment cette année? Alors déjà, je me suis rendu compte, et c'est une très bonne question, parce que je me suis rendu compte que l'été dernier, on avait fait plein de déménagements, mais comme on tirait vraiment beaucoup sur la corde, déjà moi, ça m'a impacté physiquement. À un moment, j'ai eu trop de fatigue, j'ai fini à l'hôpital. Donc bon, c'était une nuit, hein. Après, j'ai fait un jour d'arrêt et j'ai repris, mais ça m'a quand même vachement fait du bien. Euh, et je me suis rendu compte que aussi, avec la fatigue qui s'accumulait ou les choses comme ça, on a tendance à, ou bien dans la précipitation, à faire des erreurs qui au final vont coûter, entre guillemets, pas plus cher, mais qui vont coûter quand même à l'entreprise. Et il y a eu des pertes qu'on a eues dues, par exemple, à, enfin je dis n'importe quoi, mais typiquement, nous, on fait très peu appel à l'assurance. Donc déjà, on fait très attention à ce que tout se passe bien. Et heureusement, parce que sinon, on pourrait pas faire très peu appel à l'assurance. Mais non seulement on se fait attention à ce que tout se passe bien, mais s'il y a une chose, je dis n'importe quoi, un caisson ou quelque chose qui se casse, bah, directement, on l'achète, on le remplace. Et c'est déjà arrivé à un moment, je me souviens que personnellement, je transportais un four. J'ai fait enfin, une gazinière et j'ai fait tomber. Et, voilà, ça a cassé la vitre à l'avant. J'ai dû racheter une gazinière à la dame directement, alors que voilà, si j'avais fait appel à l'assurance, ils auraient dit ah oui, mais votre gazinière elle est vétuste, etc. etc. Je vais juste vous dédommager 30 ou 20% du coût. Donc voilà, tout ça, ça a aussi impacté la perte. Donc maintenant, cet été, moi, j'ai fait très attention à me dire, dès que, comment dire, c'est un peu le FOMO hein, dont tu parlais, Nicolas, la dernière fois, mais je vais arrêter d'avoir peur de rater une mission. À partir du moment où, je sais pas moi, je suis booké à 100% sur un jour, peu importe si les personnes m'appellent et me proposent 5 ou 8 000 euros, je refuse. Parce que finalement, à force de courir tous les lièvres à la fois, on finit par n'en avoir aucun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention. Enfin, je fais attention même parce que ça a commencé. Il y a autre chose aussi, beaucoup plus de temps de repos. Euh, Autre chose aussi, euh, j'essaye de. Il y a aussi autre chose, c'est que durant l'été, on avait un peu tendance à flamber, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que lorsqu'on était au haut de la vague et que voilà, déménagement, après un déménagement, on est très énervé, un peu, enfin pas énervé, mais sur les nerfs, un peu épuisé et tout. On se dit, ah tiens, on va manger et tout. Donc, et voilà, que ça, que ça achète à manger pour tout le monde, etc. Et ça revenait assez souvent. Et finalement, euh, quand on additionne le nombre de personnes et qu'on multiplie par le nombre de jours, ben forcément, ça fait beaucoup. Donc, il y a tout ça aussi à surveiller. Donc, avoir un comportement un peu de fourmi. Et ensuite, autre chose, je dirais... Ah oui, déléguer. Je délègue beaucoup plus et je fais attention de prendre du temps pour pouvoir faire mon job de chef d'entreprise. C'est-à-dire s'attarder sur la vision, s'attarder sur les prochains mois, rencontrer des clients qui ne sont pas pour tout de suite, mais ce sont des clients tout de même, et ne pas uniquement être focus sur le présent. Savoir, c'est pas une question de confiance, parce que je fais confiance à mes gars, hein, mais c'est juste savoir déléguer. Voilà. Déléguer, c'est pas facile. Ouais. C'est super intéressant tout ce que tu racontes et ce que tu as appris du coup hein, par rapport à ça, c'est vrai. Euh, Moi, je noterais que en fait, effectivement, ton travail en tant que chef d'entreprise, c'est d'éviter ce que tu n'as pas pu éviter la première année, de vivre au jour le jour et de te rendre compte au dernier moment qu'il y a quelque chose qui va pas et du coup d'essayer de rattraper un petit peu tout ça. Alors c'est bien, c'est bien rattrapé, ça continue, c'est une super nouvelle. Mais c'est vrai que là, l'apprentissage que tu as eu malgré toi, entre guillemets, c'est qu'en fait, il te faut une vision peut-être un peu plus longue, qui
plus difficiles à voir aussi, hein, et qui aujourd'hui, en plus, on voit avec l'évolution de la société, le fait qu'il y ait l'inflation, etc., potentiellement, les prêts vont augmenter, donc il y aura moins de déménagements. Donc il y a plein de choses euh, qui vont changer. Et donc tout ça, eh bien, il faut réussir à au moins anticiper d'une certaine manière. Et c'est vrai que là, je vois que tu en prends conscience et que c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. La deuxième chose que je vois, c'est en termes de structure. Il ne faut pas aller trop vite. Et c'est ce que tu dis maintenant, c'est bon, tu as compris. Il faut des moments de pause, il faut des moments de repos, il faut prendre le temps pour travailler sur l'entreprise et le temps pour travailler pour les clients. Et si un client vient me voir avec 8000 euros alors que je suis déjà à 100%, bah, je ne le prends pas. Et en fait, tu pourrais le prendre potentiellement en agrandissant l'entreprise et en déléguant. Sauf que bah, là, ce que j'aime bien avec ton discours, c'est que oui, un jour peut-être, mais chaque chose en son temps. Et il faut d'abord structurer l'entreprise, il faut d'abord faire en sorte de faire moins d'erreurs avant de vraiment penser à la croissance. Et ça, c'est très pertinent. Exact. Voir que pour déléguer, en fait, il faut avoir des processus qui sont clairs et nets. Et donc, pour agrandir, il faut déléguer, et pour déléguer, il faut les process, et pour les process, il faut de l'expérience. Donc, t'as raison de ne pas te précipiter. Attends, j'ai une autre remarque. Donc tu disais par rapport aux solutions que tu as envisagées, il y a la diversification. Alors ça, c'est vrai que C'est une excellente idée. quand tu es dans ton truc, oui, mon image de marque, c'est le déménagement, etc., tu n'y penses pas du tout parce que tu es à fond dans ton domaine. Mais c'est vrai qu'après, tu te dis, bon, j'ai un camion, qu'est-ce que je peux faire avec? Bon, bah, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est une je peux livrer des choses avec. C'est une très bonne idée. Et puis, il y a un autre sujet, tu me disais, voilà, en hiver, il y a plus de concurrence qu'en été. C'est pas qu'il y a plus de concurrence, il y a le même nombre de concurrents. Mais comme il y a moins de clients, de fait, il y a plus de concurrence sur les tarifs, sur les devis, etc. Ma question, c'est, tu parles beaucoup de qualité, tu dis, voilà, moi, mon image, c'est d'avoir une bonne qualité. D'accord, mais comment tu prouves cette qualité quand tu vas voir un client? Alors, déjà, dans toute l'expérience utilisateur depuis le site internet, on essaie de travailler pour faire en sorte que la personne elle se sente réellement accompagnée et qu'elle voit tout de suite la différence. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout prospect peut réaliser un devis en ligne en 4 clics sur le site internet et pas juste une estimation, un réel devis, bien sûr qui peut être affiné par la suite avec une visite, etc. Mais ça n'empêche que voilà, donc il n'y a pas il n'y a pas d'erreur possible. La personne, pardon, t'as levé la main? La personne a la réponse directement sur le site? Elle a un devis directement, oui. C'est génial. Moi, je trouve ça hyper frustrant. En fait, tous les déménageurs, on remplit tous les champs, il y a un formulaire à rallonge, et à la fin, il n'y a pas de réponse. On me dit passer un coup de fil. Exact. Mais en fait, c'est fait exprès. En fait, cette stratégie, elle est faite exprès parce que les déménageurs, bon, après, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'amis dans le secteur, mais ils font des devis à la tête. C'est-à-dire que entre la personne qui va habiter, je sais pas moi, avenue Foch et l'autre personne qui va habiter dans un endroit un peu moins réputé, bah, tout de suite, le déménageur peut rajouter, soit il fait un multiple, sinon il va rajouter un zéro. Des fois, c'est déjà arrivé. Un jour, j'ai fait un déménagement pour une dame, voilà, elle avait 3 meubles ou quelque chose comme ça. Et parce qu'elle n'était pas très loin de l'Arc de Triomphe, elle me disait qu'elle avait reçu des devis à 3 000 à 4 000 euros, alors que vraiment c'est à côté. Donc il faut être suffisamment sûr de sa tarification et sûr et suffisamment transparent pour pouvoir mettre en place ce genre de système. Mais voilà, donc nous, tous les prospects peuvent avoir leur devis directement en ligne, en sachant que ce devis, dans l'heure ou dans la matinée, en tout cas, il y a une personne qui va les appeler directement pour pouvoir voir avec elles, est-ce qu'elles sont intéressées, est-ce qu'elles ont des questions, est-ce qu'elles veulent planifier une visite, etc. Les visites, on peut les faire dans l'heure grâce aux visites virtuelles. Après, il y a des personnes qui sont un peu moins intéressées par les visites virtuelles, donc on peut se déplacer aussi. Donc ça, c'est en fonction du planning.
mais ce qui est le plus rapide, ce sont les visites virtuelles. Une fois que les visites sont réalisées dans la minute, dans l'heure qui suit, la personne, je dirais même dans la minute, parce qu'en soi, c'est un message que j'envoie et qui actualise directement. Donc, la personne reçoit son devis mis à jour, s'il y a une mise à jour à faire. Elle peut signer en ligne et elle peut régler son acompte en ligne pour bloquer la date. Le temps entre le prospect froid, j'ai envie de dire, et qui devienne un client, il peut se faire en une demi-journée, voire en 1 heure, si vraiment tout se goupille bien. Ok. Versus des déménageurs qui vont bloquer une date pour faire une visite et après, vous devez attendre 1 semaine ou 2 pour avoir votre devis. Donc déjà, ça permet de Excellent. montrer que on est différent et il y a vraiment une différenciation qui est faite vis-à-vis de ça. Et ensuite, bien entendu, les avis. Les avis Google, c'est incroyable parce que, enfin, Google ou n'importe où, hein, mais les personnes qui nous contactent en disant ah, j'avais hâte de vous rencontrer, quand je lisais les avis, je me disais que c'était pas possible, vous avez dû payer vos potes, etc. Et c'est vrai que c'est assez marrant, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'on bosse avec des gens qui aiment déménager. Donc forcément, ça a une répercussion sur le déménagement et sur l'expérience client. Est-ce que tu vas jusqu'à offrir un petit cadeau, un truc comme ça? Bah, en fait, on rigole, mais c'était en réflexion. Bah, lorsque la vague était haute, on souhaitait créer un espèce de pack bienvenue dans votre déménagement, parce qu'on se rend compte que ce qui stresse le plus les gens pour déménager, c'est le avant. Le pendant, à la limite, lorsqu'on arrive, ils se détendent un peu parce qu'ils se disent ah ouais, c'est bon, ah ouais, ça va vite, etc. Donc c'est le avant, donc c'est l'organisation, c'est tout ça. Donc on a commencé à faire des articles de blog, etc. Mais on voulait faire un pack, une espèce de boîte dans laquelle il y aurait, je sais pas moi, une petite bougie parfumée, plus un petit carnet avec tous les points à checker, etc. Plus, je sais pas moi, un stylo ou que sais-je. Le truc qui m'agace dans les déménagements, c'est le scotch qui se termine. Donc offrir un rouleau de scotch, c'est... Ah mais ça on le fait déjà. Ça, on le fait déjà. On offre 2 cartons par, enfin, 2 cartons par mètre. On parlait plus d'une box confort, c'est vraiment la petite touche supplémentaire qui fait la qualité. Mais c'est vrai Ouais, bien sûr. que c'est sympa et puis peut-être qu'un jour ça va revenir cette idée et se concrétiser. Ah oui, bien sûr. Mais après, nous, on offre déjà 2 cartons par mètre cube plus un scotch par 20 cartons. Ce qui veut dire que pour 20 mètres cubes, on a 40 cartons, donc c'est largement suffisant pour une personne qui a un studio, par exemple, un petit F2. Et il faut savoir aussi que, en fait, nous, on a fait ça d'une part pour le client parce que c'est plus simple. Et d'ailleurs, on les livre, donc la personne n'a pas besoin de venir les chercher dans le dépôt. Mais on a fait ça d'une part pour le client parce que ben, c'est bien pour elle, elle n'a pas à se casser la tête, etc. Et d'autre part pour nous, parce qu'en fait, le nombre de personnes qui vont acheter des cartons les moins chers possibles ou récupérer des cartons un peu partout, bah, c'est difficilement malléable pour nous dans le camion. Des fois, les cartons ils peuvent se déchirer, du coup, ça peut créer de la casse. Et même si c'est pas de notre faute, le client il est frustré, etc. Et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir des cartons qui sont floqués à l'effigie de J'emporte tout. Et ça m'est déjà arrivé de faire une visite pour un déménagement, de voir un carton J'emporte tout dans la cave d'une personne que j'ai jamais déménagé, et de dire tiens, c'est marrant, je vous ai jamais déménagé. Après, elle a fait ah oui, bah, c'est mon ami un tel qui m'avait passé ce carton après l'avoir utilisé, etc., etc. Donc voilà, c'est sympa. Sympa. Bravo. Alors, on va passer à la grande question suivante. Est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu as eu à prendre en tant que dirigeant jusqu'à présent? Alors, je pense que ça doit être un licenciement. Après, je réfléchis. Enfin, il y a 2 choses. Premièrement, il y a un licenciement. Mais après, c'est pas que c'est difficile parce que vraiment, la personne et l'entreprise, ça ne matchait plus. Donc, ça sert à rien de perdre du temps et pour elle et pour moi. Donc, il y a le licenciement, donc forcément, se séparer d'une personne qu'on avait commencé à onboarder un peu dans l'équipe, etc., etc. Donc, forcément, ça a des répercussions. Mais je pense que c'est, je sais pas comment dire, mais avant d'avoir des employés,
moi, j'ai toujours été quelqu'un de très franc et de très transparent, donc j'ai pas de mal à parler de ce que je pense si la personne me demande, mais en toute bienveillance, etc., etc. Mais en plus, mais en plus de ça, lorsqu'on est patron, bah forcément, il faut qu'on aille vers la personne pour lui dire, bah ça va pas, etc., etc. En fait, je me suis rendu compte que peut-être, ou peut-être que je me trompe, hein, mais en fait, en tant que patron, on ne peut pas tout dire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, euh, de par notre statut, malheureusement, euh, les, euh, les collaborateurs vont amplifier, je sais pas si c'est amplifier ou mal prendre. Bon, je vais prendre un exemple concret. Il y avait une de mes employés qui m'avait menti. Donc, qui m'avait menti à plusieurs reprises. D'accord? Et c'est vrai que, enfin, au début, je lui faisais comprendre que je savais, mais que, enfin, d'éviter que ça se reproduise, etc., etc. Ça s'est reproduit plusieurs fois, et à un moment, bon, ça a suffi, quoi. Donc, j'ai pris une réunion avec elle, et je lui ai dit, écoute, là, tu me mens, et d'ailleurs, tu ne me mens pas qu'une fois, tu m'as menti à plusieurs reprises, et c'est pas top de travailler avec des menteuses. Ok. Donc, peut-être que c'est violent, je sais pas, hein, mais elle s'est effondrée en larmes, et c'est vrai que c'était une situation à laquelle je m'attendais pas. Et le problème en plus, c'est que moi, avec mon cerveau très scientifique ou que sais-je, je sais pas, mais j'avais pas cette cartésien et j'avais pas cette empathie suffisante. La seule chose que je lui ai dite, c'est, tu sais, c'est pas parce que tu pleures que ça change le fait que tu m'aies menti. Donc forcément, c'était encore pire. Et après, en fait, euh, avec le recul, je me suis rendu compte que euh, peut-être qu'il aurait fallu. Bah après, je pense que c'est une question de manager aussi. En vous, vous devez vous régaler en vous disant ah, s'il avait fait ça, je sais comment l'aider, etc. Mais voilà, je me suis dit vraiment, c'est difficile parce que je sais qu'à partir de maintenant, je pourrais plus être aussi transparent que maintenant. Enfin, que je ne le suis. Mais en fait, la phrase telle que tu nous l'as répétée, c'est à la fin, tu l'as qualifiée de menteuse. Ouais. Donc en fait, ce qualificatif définit sa personne en fait dans la phrase que tu as utilisée. Donc je ne souhaite pas travailler dans ces conditions, ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable pour nous tous de collaborer dans ces conditions. Dire qu'elle a menti, que tu l'as repéré, c'est un fait, elle ne peut pas le nier. Mais la qualifier de menteuse, pour le coup, c'est C'est là où effectivement ça peut poser ouais. des petits problèmes. En fait, de manière générale, hein, dès qu'on qualifie quelqu'un de quelque chose, c'est qu'on l'a. Ouais, voilà, ça peut être mal pris et tout ça. Et surtout, et comme tu le dis, c'est que n'importe qui d'autre lui dit ça change rien, mais Ouais. quand c'est son patron, bah forcément il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Un peu plus mal. Mais c'est vrai qu'il faut faire la différence entre la transparence, la franchise et la façon de le dire. Et c'est ça, en fait, on peut être transparent et franc, mais par contre, il y a des façons de le dire qui sont plus ou moins. Comment dire. En plus, le pire, c'est que ça va dépendre des personnes que tu as en face de toi. Mais oui. Donc, donc, il faut être en mesure déjà de comprendre qui est en face de toi et ensuite d'utiliser les bons leviers. Mais bon, on va pas commencer à faire une formation sur Et ça. Non, mais c'est clair. C'est clair, donc j'ai beaucoup appris vis-à-vis de cette expérience. Et puis, il y a eu autre chose aussi, c'est que lorsqu'il y avait des problématiques, entre guillemets, de trésorerie avec la société, même si, comment dire, je ne déballais pas non plus la vie ou autre, mais il m'arrivait de dire que voilà, on est dans une période un peu difficile, mais qu'on va s'en sortir, que je fais des actions en ce sens, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a une des personnes qui est venue, enfin, un de mes collaborateurs qui m'a dit, bah, écoute, moi, lorsque tu me racontes ça, ça me dérange, je préférerais que tu gardes ça pour toi, etc., parce que c'est vrai que ça me dérange. Et moi, j'étais un peu, comment dire, étonné parce que moi, j'ai connu beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais plusieurs personnes qui ont travaillé dans des entreprises
où elles pensaient que tout allait bien et du jour au lendemain, elles reçoivent un mail, licenciement économique, ou que sais-je, etc., etc. Et je me suis toujours dit, jamais je serai un patron comme ça. En fait, j'ai plein de jamais je serai un patron comme ça. Et donc forcément, lorsqu'on devient patron, on se rend compte que c'est pas si facile, mais ça rentre avec la transparence. Alors, comme tu es patron, tu as la chance d'avoir le choix de construire la culture de ton entreprise. Alors, c'est pas toi qui vas la construire seul, ça va être construit avec des collaborateurs. Mais là, cet exemple-là, où la personne a dit bah, ça me dérange de savoir ce genre de choses, alors que toi, tu aimerais que ce soit une entreprise avec une culture bah, potentiellement de la transparence sur ce genre d'aspect, bah, peut-être que ça veut dire que cette personne-là n'est pas en adéquation avec la culture de l'entreprise pour le futur. Et donc voilà, c'est pareil dans les recrutements. Après, c'est des choses aussi auxquelles il faut réfléchir. Est-ce que je vais poser la question à la personne de savoir si elle accepte ou pas que je lui dise la vérité sur les comptes de la société. Si oui, bah, bienvenue. Sinon, bah, du coup, il vaudrait mieux que tu ailles voir ailleurs parce que moi, je dis tout. Voilà. C'est vrai Nous que. aussi, on est pareil. Ouais, nous, on est pareil. On partage ce genre de choses. On ne partage pas forcément de manière directe parce que on attend de prendre les décisions avant, de voir ce qu'on va faire. Mais effectivement, on essaie d'être transparent par rapport à ça parce que bah, on voit que ça, que chacun et Bah, en chacune. fait, ça impacte nos décisions, ça impacte nos actions, ça impacte nos priorités. Et derrière, en fait, il ne faut pas être incompréhensible par rapport à ses collaborateurs. Un jour dire bah, c'est ça notre priorité, le lendemain ça, et sans explication. Donc à un moment, il faut un élément de contexte. Mais c'est vrai qu'on prend le temps d'analyser, de digérer parfois les mauvaises nouvelles et de ne pas les annoncer de façon émotive. Tu disais que ça a impacté, mais ça impacte aussi notre humeur. Donc si on est franc sur ce qui se passe, tout de suite, les gens autour de nous comprennent mieux pourquoi on est stressé ou en colère ou joyeux, etc. C'est sûr que ça permet de mettre du contexte. Ouais. En plus de ça, je rebondis là-dessus parce que moi, le problème, c'est que justement, j'ai mon visage n'est pas transparent vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur, ce qui fait qu'on a toujours l'impression que tout va super bien. Et c'est vrai que, je suis quelqu'un qui relativise assez bien, etc. Je sais prendre du recul. Et c'est vrai que c'est aussi parce que je suis bien entouré. J'ai une femme qui aimante et ça fait beaucoup de bien. Et quand je rentre chez moi, je suis j'ai envie de dire, dans un jardin de paix, même si j'ai pas de jardin. mais voilà. Donc ça aide. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas envie. Oui, voilà. J'ai envie que tout soit en cohérence. Voilà. Donc vous avez bien résumé la chose. Très bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes que tu aimerais mentionner? J'ai peut-être une anecdote. Bon, si la personne écoute le podcast, même si ça m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave. Mais je me souviens qu'il y avait je vous ai dit, moi j'ai licencié, j'ai licencié personne économiquement. Donc il y a eu ce licenciement de la personne parce que elle faisait n'importe quoi. Enfin, c'est même pas qu'elle faisait n'importe quoi, c'est qu'elle faisait rien. Donc c'est encore pire. Mais en fait, il y a une personne avec qui on collaborait. Et en fait, c'était important pour moi de lui transmettre que je savais parce que c'était une personne qui était dans la découverte, etc. Donc c'était important pour moi. Et c'est vrai que lorsqu'on est entré dans cette période compliquée, en fait, on dit souvent qu'en tant que leader ou autre, on partage les succès, mais les erreurs, les défaites sont pour nous. Et donc c'est vrai que moi, j'avais cette idée de prendre sur mon dos, etc. Et j'avais vraiment cette idée de sauver l'équipe, hein, donc c'était vraiment ça. Parce qu'en soi, moi, il y a des gens des potes ingé ou autres, qui me disaient, mais ta boîte en faillite et reviens faire du conseil, quoi. Arrête de te casser la tête, des choses comme ça. Et je me disais, mais non, je peux pas faire ça. Attends, j'ai mes gars qui comptent sur moi, ils ont leur famille, etc. C'est pas possible. Et c'est vrai que voilà, et il s'est trouvé que durant cette période qui était vraiment très douloureuse pour moi, même si ça se voyait pas forcément, il y avait quand même cette
et où je me battais, ben, il y a une personne comme ça qui est venue et qui m'a dit, écoute Jean, moi je me barre. Et, euh, et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de le prendre personnellement. C'est que je me suis vraiment dit, bon, elle a dit elle part, donc je suis pas de nature à retenir quelqu'un qui veut partir, hein, donc ok, pas de souci. Écoute, si tu trouves une herbe plus verte ailleurs, d'ailleurs je comprends, c'est pas très difficile en ce moment, mais vas-y go quoi. Mais c'est vrai que intérieurement, je l'ai vraiment pris personnellement et je me suis dit mais attends, mais tout ce que je suis en train de faire pour porter l'équipe et la personne, enfin, c'est même pas pour un rien, mais c'est pour rien, quoi. Elle est partie. Et après, je me suis dit, bon, il faut pas le prendre personnellement. Elle a vu son intérêt et c'est très bien. Donc j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a pris 1 ou 2 mois, quoi. Mais parce que c'était dans un engrenage aussi de plusieurs choses très négatives. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai vraiment une vision où je prends beaucoup plus de recul, même sur l'aspect humain, dans le sens où, à un moment où on allait vraiment toucher le fond, c'est-à-dire où la banque commence à envoyer des lettres recommandées, euh, je me suis dit, bon, dans le pire du pire du pire des cas, et ça, c'est vrai que je crois que c'est un exercice de coaching, hein, si je ne me trompe pas. Mais je me suis dit, dans le pire du pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ok, j'ai commencé à m'enseigner que vont devenir les alternants. J'ai vu que voilà, ils vont pouvoir quand même valider leur année et potentiellement ils peuvent trouver comment ça s'appelle, une autre entreprise, etc., etc. Donc Ouais. ils sont pas ils sont pas à risque. Donc, ok, ça me soulageait énormément parce que moi, me sentir responsable de entre guillemets l'échec scolaire de quelqu'un, je m'en serais voulu à mort. Donc déjà ça je le savais pas, donc ça m'a rassuré. Ensuite je me suis dit ok, que deviennent les CDI? Bah, je me suis dit attends, il y a du chômage, enfin on est quand même en France, c'est quand même agréable. Je me suis dit ok, donc c'est vrai qu'ils vont tomber sur une boîte moins cool que la mienne parce que forcément voilà, mais ça n'empêche que ce sont pas des personnes qui vont tomber à la rue. Donc rien que ça m'a libéré d'un poids et ça m'a permis de prendre beaucoup plus de recul. Donc c'est vrai que c'est important, c'est important. C'est rigolo parce que là, tu as parlé de tout le monde sauf de toi. En fait, non, mais c'est révélateur, c'est qu'effectivement, tu portais, comme tu disais, le monde sur ton dos. Tu te voyais comme le sauveur un peu. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu rentres dans cet engrenage, bah, ça s'appelle, c'est quoi, c'est le triangle de Karpman, hein, c'est ça? Où en gros, on dit qu'il y a un sauveur, un persécuteur et une victime. Et donc toi, en gros, tu considérais tes employés comme des victimes et toi, tu te voyais comme sauveur. Et c'est jamais très bon de rentrer dans ce genre de schéma. Voilà. Parce que le jour où ils te déçoivent, ça devient eux les persécuteurs et toi la victime. C'est ça. Tu vas te dire, ah, c'est des ingrats. Mm. Moi, j'ai fait tout ça pour eux et eux. Non, mais c'est très vrai, c'est très 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 vrai, et je pense que du coup l'anecdote est bien choisie. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, je cherche à prendre. Enfin, j'ai pris du recul là-dessus, et, comment dire, je prendrai jamais personnellement le fait que quelqu'un parte, mais je pense que j'ai toujours quand même ce côté sauveur, quoi. Parce que, parce qu'en fait, Vas-y. oui. Non, j'allais dire en fait que tu as commencé en disant les leaders bah, partagent les succès et gardent pour eux les difficultés. Il faut faire attention à ça, c'est pas obligatoire. En fait, toi en tant que chef d'entreprise, la chose la plus importante, c'est la responsabilité. C'est qu'il faut que tu assumes effectivement ta responsabilité à chaque fois. Et la plupart du temps, tu es à 100% responsable de ce qui arrive. Mais être responsable ne veut pas forcément dire devoir porter seul comment dire, le fardeau. Être responsable, c'est dire ok, à cause des décisions que j'ai prises jusque-là, on en est là. Donc maintenant, on va essayer de redresser ça. Et vous tous, parce que je suis le leader, je vais vous emmener avec moi pour qu'on réussisse tous à sortir de cette situation. Voilà. J'avais vu le témoignage d'un entrepreneur que j'avais trouvé vachement intéressant à l'époque. Donc, il avait un certain nombre d'employés. Et lors d'une très, 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 très mauvaise passe,
il avait en fait l'obligation soit de licencier la moitié de son personnel, soit de mettre en chômage partiel en fait tout le monde sur une partie du temps. Et en fait, bah, à un moment, il a pété un câble tout seul dans son bureau à essayer de faire des maths et penser, attends, machine, elle a des enfants, machin, il est célibataire, machin, il est... Enfin bref, il s'occupe de ses parents et tout ça. Et donc en fait, il est allé dans le plateau, il est monté sur un bureau, il leur a dit, bah, votre attention tout le monde, voilà ce qui se passe, ça se passe mal, j'ai cette possibilité et cette possibilité, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et en fait, dans cette situation, il y a déjà quelques employés qui s'étaient levés, qui avaient dit bah, de toute façon, moi je suis en contact avec une autre entreprise, je suis en train de réfléchir à partir, donc moi je m'en fiche de partir. Donc ça a déjà réduit une partie de sa charge mentale. Et derrière, bah, les autres, ils se sont mis d'accord entre ceux qui voulaient être en chômage partiel, d'autres qui ne pouvaient pas. Enfin, la solution a été beaucoup plus simple en partageant et en recueillant les avis qu'en prenant la décision tout seul, parce qu'il ne pouvait que décevoir des gens, parce qu'il n'avait pas la visibilité entière de la situation. Non, mais c'est très très vrai, et c'est vrai aussi, moi ça m'est arrivé l'été dernier, je sais plus exactement sur quel sujet, mais souvent, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est souvent, c'est quoi encore? C'est le client possède une partie de la solution de ton problème. En fait, on m'avait confié les clés d'un appartement, et on était allé dans un déménagement très lointain, et arrivé sur place, je ne trouvais plus les clés, parce qu'en fait, j'avais laissé les clés là-bas. Et il se trouve que j'ai commencé à paniquer, à aller chercher un moyen de faire venir un coursier ou que sais-je, ou en l'envoyant par la poste, etc. Donc vraiment la panique, hein, mais c'était vraiment au début. Et après, le client il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Jean machin et tout. Je lui ai dit, ben écoutez, voilà, et vous m'avez confié les clés, je les ai laissées là, dans l'appart. Et il a dit, ben en fait, j'ai un double. Et c'est vrai que je me suis dit, mais Tout simplement. le stress de 2 heures, parce qu'en fait, je m'en étais rendu compte dans le camion, en fait, durant le trajet, que j'avais pas les clés. Donc pendant 2 heures ou 3 heures, j'étais en stress les clés, chercher à droite à gauche comment faire, etc. Elle a dit, mais j'ai un double. Et c'est vrai que oui, l'autre personne en face a souvent une partie de la solution au problème. Parfait. Bon, bah, du coup, on va enchaîner sur la dernière question. La dernière question, c'est quel est le secret de ta résilience? Ah, je dirais ma femme. C'est une bonne grosse partie de la résilience. Après, je pense aussi que c'est un état d'esprit, c'est-à-dire de savoir prendre du recul, de prendre. En fait, rien n'est grave en soi à la fin. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai quitté le secteur du conseil, c'est que, avec tout le respect que j'ai pour les consultants, hein, c'est un métier que j'adore, hein. Mais c'est juste que des fois, j'ai l'impression que on trouve des choses super graves alors qu'au final, ce sont juste des chiffres Excel ou un peu d'argent. Mais j'ai envie de dire, c'est pas comme si c'était une personne qui avait chopé le cancer ou que sais-je, quoi. Donc voilà, j'ai appris avec plusieurs expériences de la vie à me dire que voilà, au final, rien n'est grave, se concentrer sur l'essentiel, etc. Et je pense aussi que, je suis chrétien et c'est vrai que ma foi joue aussi pas mal dans cet état d'esprit, d'être toujours très positif. Parce que même si je viens à me dire que voilà, ce complexe un peu du sauveur, etc. Bah, en fait, psychologiquement, je me dis quand même que au-dessus de moi, il y a peu de... Enfin, voilà, bon, je sens un peu du podcast, hein, mais voilà, je me dis quand même qu'au-dessus de moi, il y a cette entité qui peut aussi m'aider dans le moment où j'en peux plus, quoi. Et c'est vrai il y a eu des moments où, in extremis ou autre, il se passe des choses incroyables et ça résolve un problème. Et c'est vrai que ça aide parce qu'on se dit toujours que, ben, au pire, j'ai un filet de sécurité. C'est pas, comment dire, je sors pas du sujet du podcast parce que la spiritualité est un sujet qui revient beaucoup chez les dirigeants, de quelque forme, quelle que ce soit.
Donc toi, tu parles d'une foi, il y en a d'autres, ça va être d'autres façons, mais en tout cas, la spiritualité fait partie, en tout cas, de la composante de cette résilience. Donc, t'es tout à fait dans le thème. Et ma question associée à ça derrière, c'est est-ce que tu as une routine, quelque chose qui t'aide aussi ou pas? J'évite le plus possible toutes les personnes ou les conversations négatives. D'accord. Ça puise mon énergie, donc j'évite le plus possible. Ensuite, j'évite aussi en fait, j'ai une routine où le soir, lorsque je vais me laver, brosser mes dents, etc., après je vais me coucher, etc., j'évite de regarder tous les mails sur lesquels il pourrait y avoir des informations négatives, parce que c'est super important pour moi de m'endormir en paix. Donc ça, c'est super important. Et puis, je commence le matin, voilà, je fais une petite méditation, etc. En fait, je commence dans la bonne humeur. Et j'évite aussi les musiques un peu violentes le matin. Je le dis parce qu'avant, je le faisais. Voilà, j'aimais bien écouter le rap parce que le matin, quand un déménageur, c'est un métier qui est très prenant. Donc, on part très tôt, on rentre Chill, souvent hein. très tard. Ouais. Voilà, il faut stimuler, etc. Bah, j'écoutais du rap le matin, mais au final, après, quand on prend les bouchons à Paris, c'est peut-être pas une mieux à faire. Il faut écouter quelque chose de beaucoup plus zen, beaucoup plus peace, et ça aide. Donc Et je me maintenant, suis tu as aussi, Beethoven? pas autant, mais je sais qu'il y a une playlist sur Deezer qui s'appelle Travailler au calme et qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ouais. Ouais. Moi, J'ai je Ça, c'est top. l'utilise, moi. Ah, Ouais. Et il y a autre chose aussi, c'est que pareil, hein, quand on est déménageur, je vous ai dit, on fait beaucoup d'efforts, etc. Donc, on veut se récompenser, on achète des kebabs, des pizzas et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup plus efficace avec une salade bien riche, mais une salade quand même. Et donc voilà, je pense que je tends vers quelque chose de plus positif. J'y suis pas encore complètement arrivé, mais j'y tends. c'est chouette. Faudrait qu'on refasse ça dans 3, 4, 5 ans pour voir l'évolution, ça serait rigolo. Ah bah ouais, bah avec plaisir. Bon, en fait, je t'ai menti, c'était pas la dernière question. Euh, Là, on a quelques questions du tac au tac. Donc, en Ok, fait, on va te poser voilà, des petites questions très rapides. Tu réponds ce que qui te vient spontanément. Et tu peux argumenter par rapport à ces réponses. La première, c'est recrutement ou prestataire externe? recrutement. Hmm. Recrutement, mais bon recrutement, quoi. En fait, il y a une autre phrase aussi qui m'a marqué et que j'applique dans la vie. On n'est pas, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas responsable d'un mauvais recrutement, mais on est responsable du fait de garder un mauvais élément dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très 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 fortes en recrutement, où on se dit on leur donnerait le paradis sur Terre, comme ça. Mais après, on se rend compte au fil de l'eau que ça va pas. Donc la période d'essai, elle est clairement là pour ça. Donc il faut pas hésiter à couper court lorsqu'on sent réellement que ça ne va pas. Hmm. Mais un recrutement, c'est défini. Après, bien sûr, dans le cœur de métier, je parle. C'est-à-dire, si demain, n'importe quoi, hein, je suis déménageur et j'ai besoin de quelqu'un pour faire une illustration, je vais pas recruter une illustratrice. Donc, je vais faire appel à un prestataire extérieur pour ça. Mais je vais pas, en fait, je sous-traite pas, je vais pas prendre un intérimaire, sauf Ok. vraiment si ponctuellement, je sais pas, il y a une malade ou autre. Mais donc voilà, donc recrutement. Formation ou auto-formation? Formation avec les bons formateurs. Je pense qu'on doit s'auto-former pour savoir reconnaître une formation qui apporte de la valeur. Ok, intéressant. C'est bon, très intéressant. Ouais. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme un BNI? Je ne connais pas les BNI. Mais structuré au sens qu'il y a des processus où on doit toutes les semaines se voir à telle heure, faire la réunion se passe comme ça, Et etc., entre etc. deux réunions, il faut faire un rendez-vous avec un autre membre de l'équipe, il faut faire une recommandation, enfin, c'est très piloté Il y a par beaucoup de des règles. chiffres. Il y a beaucoup de règles.
Non, je dirais à la cool parce que en général, on devient entrepreneur pour s'affranchir des règles. Donc, si tout de suite enfin, il y a cet aspect un peu plus réglementé, à un moment, ça risque de s'essouffler. Après, il y a des entrepreneurs qui sont très, très structurés, hein. Mais moi, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus que je pense que, enfin, je trouve en tout cas que c'est beaucoup plus. Les conversations spontanées sur les problématiques du moment sont beaucoup plus riches que les choses qui pourraient être un peu Ok. virtuelles. Alors, le téléphone et l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Amis, amis, enfin, sinon on fait comment? Non, clairement. Après, il faut savoir déléguer et il faut savoir gérer aussi. Par exemple, le téléphone, là, j'ai installé un standard. Et pourquoi? Parce que 60% des appels que je recevais ne correspondaient pas à ce que je voulais traiter. Donc clairement, déjà, je recevais plus que 40% des appels. Et ensuite, même ces 40%, je les ai délégués à ma femme qui gère maintenant toute la partie commerciale. Et je vous assure que ça fait un bien fou. D'ailleurs, je t'ai demandé dans un post de côté. Oui, je m'en souviens. Je l'ai. C'est pas mal, mais moi j'ai un seul numéro de téléphone hein, qui est pro et perso, donc si je mets un standard, ça va faire bizarre pour la famille quand elle appelle, quoi. Sans compter que lorsque la personne appelle le standard et qu'elle a une petite musique, etc., elle se dit tout de suite, ah, grosse entreprise, C'est vrai qu'il y a ça peut être. une image. Moi, je suis déjà tombé sur des gens qui m'ont au téléphone et qui disaient oui, bon, je dis oui, bonjour, Jean de Jean porte tout. Et après, ils disent, oh, Jean, le fondateur, c'est un honneur. Alors qu'en fait, on est juste deux ou trois à répondre. Donc, à un moment, il y a une chance sur deux de tomber sur moi. Mais Ouais. voilà. Moi, c'est l'inverse. Vu que actuellement j'essaie de contacter des dirigeants, bah, le fait de tomber sur des secrétaires, des boîtes vocales, etc., ça me frustre plus qu'autre chose. Mais bon, ça dépend du besoin, quoi. Voilà. Exact. Alors, est-ce que tu es plutôt journée type ou KO organisé? Chaos organisé. D'accord. Mais par contre, j'ai, enfin, mon agenda, je note tout ce que j'ai à faire dans l'agenda. C'est-à-dire que si je dois aller acheter un paquet de pâtes à 13h, je vais noter aller acheter le paquet de pâtes à 13h. D'accord. Donc, chaos organisé. Donc, j'ai pas de journée type. Je peux pas dire le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, etc. Mais je sais que lundi prochain, je vais faire ça, ça, ça et ça. Tu le sais combien de temps à l'avance? Ça dépend. Par exemple, l'enregistrement, je l'ai su lorsqu'on s'est s'est fixé. Mais sinon, on va dire une semaine à l'avance. Mais je fais un bilan le dimanche D'accord. pour savoir ce que je vais faire cette semaine-là. Ok. Donc, le dimanche, je sais que si je vais avoir une semaine où il me faudra beaucoup d'énergie ou si c'est un peu plus cool. Ok. Alors, est-ce que tu es plus lecture, plus vidéo ou podcast? Podcast. Podcast parce que je conduis beaucoup. Ouais. Donc, forcément, ça aide. Et en plus, je trouve que ça ne nécessite pas, je mets des guillemets, mais trop d'attention. C'est-à-dire qu'une vidéo, j'ai du mal à mettre une vidéo sans la regarder. Parce que je vais me dire, ah tiens, j'ai envie de voir son expression, etc., etc. Donc, lorsque j'ai une vidéo à regarder, il faut vraiment que j'attende d'avoir un créneau où je me dirais que je vais respecter la vidéo et la regarder convenablement. D'accord. Tandis qu'un podcast, oui, un podcast, bah, le matin, je pars, je lance le podcast. Et si je veux, je m'y pose, je reviens et je perds pas du tout en qualité d'écoute. Mais une vidéo, voilà, ma liste de vidéos à regarder est beaucoup plus longue que ma liste de podcasts à écouter. On nous a parlé des livres audio aussi pour justement ceux qui conduisent, etc. Il paraît que c'est très bien. Ah, c'est génial, les livres audio, c'est génial. En plus, on peut les mettre en x2, x2 et demi. J'ai pas encore essayé, il faudrait que j'essaye. Ça me tente de tester. Hein. Ouais. Plutôt sport ou art? Sport. Sport, après, j'aime bien la musique. Mais je suis pas... Ce que je trouve d'artistique, moi, et qui me fait vraiment du bien, c'est les vues. Ce sont les vues. C'est-à-dire, je sais que là, si demain, je dois acheter une maison ou la faire
construire ou autre. Il faut absolument que j'ai une vue dégagée. Ça me fait, ça me fait énormément de bien. Il faut aller vivre à la montagne pour ça, c'est très bien. Ouais, oui, mais il faut parler à madame. C'est ça, Ok. Alors, question difficile. Est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé depuis que tu es entrepreneur? Changer, non, mais il y en a plusieurs qui ne comprennent toujours pas pourquoi j'ai fait ce switch. Après, je peux comprendre surtout lorsque je suis transparent, lorsque ça va pas, quoi. Donc, donc, mais changer, non, parce qu'en soi, j'ai toujours été un peu comme ça. Donc, il y a pas forcément de sujet. Ok. Et enfin, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? Lorsque ça va mal pour toi, souvent ça va mal pour beaucoup. Et ça a changé ma perception de la vie. Parce que, et des fois même, ça va encore moins bien pour d'autres. Mais c'est vrai que, par exemple, là, lorsque j'avais fait mon post sur LinkedIn où j'expliquais le bilan négatif, etc., j'ai eu tellement de messages de personnes qui disaient mais en fait, ça, c'est la vraie vie, c'est juste qu'on le dit pas. Mais, mais voilà. Et c'est vrai que je veux vraiment qu'on fasse attention, que ce soit pas mal interprété. C'est pas qu'on se réjouit du malheur des autres, mais c'est qu'on se dit, en fait, j'ai pas forcément super mal fait les choses. C'est peut-être un passage par lequel Je suis pas seul. je dois passer pour que ça aille mieux. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais en fait, 20 000 de pertes, c'est pas non plus la catastrophe. Enfin, mon expert comptable aussi, il me dit. Après, je me dis, voilà, c'est mon expert comptable, donc peut-être qu'il dit ça parce que voilà. Mais c'est vrai que, en fait, ça met un peu de baume au cœur parce que, en tant qu'entrepreneur, des fois, on se dit, mais en fait, mais je fais n'importe quoi. En fait, peut-être pas tant que ça. Peut-être que, en fait, c'est la Tu n'es réalité. pas seul dans la galère. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ça me C'est ça. fait penser à mon premier examen de physique quand on est arrivé en prépa. Alors le prof, une fois que c'est terminé, le prof il a rendu les copies, j'avais 2,25. Mon Dieu, moi j'étais au bout de ma vie. Sur 20. C'était 2,25 sur 20. Et là, le prof, il distribue toutes les copies et il dit, bon, j'ai rajouté 2 points à tout le monde. Je fais, merde, ma copie, elle valait 0,25. Et en fait, il m'a dit, la meilleure note de la classe, c'est 3. Je fais, bon, ça va alors. Oui, ça aide. Et en fait, Ça on aide. avait tous des copies qui valaient pas 1 point, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est rassurant parfois de savoir que oui, une bêtise, ça arrive, mais qu'il y en a d'autres qui sont passés par là, qu'il y a eu mieux géré, il y a eu moins bien géré, et c'est pas pour rien du coup qu'on a voulu faire ce podcast, hein, c'est exactement ça, c'est aussi pour que des personnes qui veulent se lancer ou qui sont actuellement chefs d'entreprise puissent entendre aussi des témoignages de chefs d'entreprise qui ont vécu des problèmes et qui les ont résolus. Voilà. Qui sont communs, qui sont déjà passés par là. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait fait du bien, à un moment, j'étais allé acheter des cartons chez un fournisseur de cartons, et donc il y avait plein d'autres déménageurs. Et c'est vrai que je faisais la queue comme ça. Et bon, on se parlait. Enfin, moi, je leur parlais pas trop parce que c'est vrai que c'est un monde où les gens ils se connaissent un peu tous. Et enfin, moi, je suis très jeune, donc ils se disent pas tiens, c'est un patron ou autre, etc. Mais après, le t-shirt j'emporte tout, ils commencent à le reconnaître. Hein, donc, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a un qui s'est tourné comme ça et qui m'a touché. Il m'a dit c'est la merde en ce moment. Hein. Et je me suis dit ouais, j'avoue, c'est compliqué. Après, il y a les autres, ils ont commencé à dire, mais laissez tomber, les gars, enfin, ça va pas, là, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, ah ouais, ah. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Donc, c'est vrai que, ouais, le club entrepreneur, ou toutes ces choses où on peut se réunir entre... Et voilà, c'est la même histoire que la copie, hein, dont tu parlais, Bouchra. Si tu avais reçu ta note chez toi, toute seule, 2,5, ça se trouve que tu te serais dit, mais, je suis vraiment nul, c'est peut-être pas pour moi, je vais peut-être abandonner, etc. Mais là, le fait d'être en classe, en cours avec tous les autres, en se disant que la meilleure note c'est 3, on se dit, bah, en fait, c'est mal. Donc c'est Merci bien. pour ce conseil, hein, Jean. Bon,
On va terminer le podcast. Il y a une dernière question qu'on pose à tout le monde, c'est comment, pour les gens qui nous ont écoutés jusque-là, comment on fait pour te retrouver? Bien entendu, dans la description. LinkedIn, Jean Slégel. Sinon, Instagram, Jean Slégel. Je pense que ce sera plus simple. Sinon, pour des déménagements, contact@jeanportetout.fr. Donc, du verbe emporter, JEMPORTETOUT.fr. C'est Très noté. bien. Merci. Alors, Merci.